Bonjour Thierry Mandon. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'LCI de Radio Classique. Vous êtes secrétaire d'État à la réforme de l'État et à la simplification. Nous allons ensemble parler des mesures que vous proposez pour justement simplifier la vie des usagers. On va commencer par la politique, l'actualité et l'affaire Fillon-Jouyet. Question très directe, Thierry Mandon. Est-ce que Jean-Pierre Jouyet doit démissionner de son poste ? En aucun cas. Monsieur Jouyet est un homme compétent, sérieux, dévoué à l'État depuis toute sa carrière. Et je ne vois pas dans cette affaire les responsabilités dont on l'accable sont nulles. Pourquoi a-t-il menti finalement ? Comment expliquez-vous ce revirement ? L'usage du mot mensonge, il faut l'utiliser avec parcimonie. Quand M. Sarkozy, au vu de la France entière, explique qu'il n'a jamais entendu parler de la société Big Malion qui a financé la moitié de sa campagne présidentielle, là, personne ne parle de mensonge. Ah si, quand même, là, vous exagérez. À peine, ça passe comme une lettre à la poste. Voilà. Mais quand M. Jouyet précise ses propos tenus 3 jours auparavant et qui peut-être a été en effet un peu elliptique, alors là on dit quel menteur. Non, tout ça n'est pas sérieux, tout ça est fait pour dissimuler une bataille ouverte entre les principaux leaders de droite et malheureusement tout ça va apparaître. D'ailleurs, moi j'ai quelque chose qui là aussi me surprend dans ce triste dossier. On a découvert, comme par hasard, en même temps que cette affaire, une note qui avait été écrite par le directeur des affaires juridiques de Bercy, donc une note confidentielle donnée à son responsable, qui a été publiée comme ça par hasard en même temps dans le Figaro et qui, en gros, parle du financement de la campagne de M. Sarkozy. Et personne ne se demande comment c'est possible qu'une note secrète de l'administration soit publiée à peu près en même temps que cette affaire. Donc, qu'est-ce que vous en sous-entendez, Thierry Mandon ? Tout ça sent une grosse opération bien organisée, avec des méthodes tout à fait professionnelles, de règlement de compte à droite, mais bien évidemment dissimulé pour que ce soit un comparse qui paye M. Jouyet en l'espèce. Enfin, dans la presse, et même la presse de gauche, on parle de M. Jouyet comme d'un gaffeur, d'un menteur. Libération hier... Non, pas comme un menteur, comme un gaffeur. Certains journaux. Non, je dis certains journaux le traitent de menteur. Et Libération hier le traitait d'alchimiste, maladroit, puisqu'il était capable de transformer l'or en plomb. Qu'est-ce que vous pensez de cette formule ? Ça ne suffit pas à démissionner. Peut-être qu'il a été maladroit dans ses propos, mais c'est trop facile de s'attaquer à des gens qui sont des serviteurs loyaux de l'État depuis toujours, qui servent le président de la République, qui essayent de transcender des positions marquées, des clivages très stricts, parce qu'un pays, ça se dirige, c'est complexe à diriger. C'est trop facile de s'en prendre à Jean-Pierre Jouyet. Il n'y a pas d'affaire Jouyet. Il y a peut-être une affaire Fillon, la justice le dira. En tout cas, il y a 11 affaires Sarkozy, et c'est ça la réalité de ce dossier. Et la réalité, c'est que soit M. Fillon, soit M. Jouyet, l'un des deux a menti. La réalité, c'est que M. Jouyet et le président de la République et l'Élysée ne sont jamais intervenus dans aucune affaire judiciaire, dans aucune affaire, et c'est ça la chose qui doit rassurer les Français. Thierry Mandon, est-ce que François Hollande est fragilisé avec cette affaire ou pas du tout ? Il n'avait pas besoin de cette affaire pour être fragile. Quand on a la popularité que nous avons aujourd'hui, c'est difficile. Et donc, raison de plus pour rester concentré sur des vraies mesures, sur des vrais choix politiques, et pas rentrer dans ces manœuvres de diversion que la droite et la bataille des chefs à droite essayent de créer. Est-ce que François Hollande est pour vous le meilleur candidat pour 2017 ? Il faut réussir, il l'a dit lui-même l'autre jour, je crois qu'il a tout dit. Voilà, pour l'instant, on n'a pas réussi. C'est difficile, les résultats ne sont pas là, il reste 2 ans. Donc si les résultats ne sont pas là, vous n'imaginez pas le président de la République actuel se représenter ? Moi j'écoute ce qu'il dit, lui-même l'a dit. Lui-même a dit, moi, si je ne réussis pas, je ne me représente pas. Et vous êtes à ce moment-là pour des primaires moi, au PS ? Non, moi c'est différent. Je suis la vieille politique américaine depuis une vingtaine d'années. Je suis pour des primaires dans toutes les circonstances. Je pense que c'est un événement de démocratisation majeure du choix des candidats à la présidentielle, pour la gauche d'ailleurs comme pour la droite. Et c'est surtout en deuxième mandat, c'est ce qui se passe aux États-Unis. C'est les primaires un peu aménagées, mais c'est des moments de ressourcement, de revitalisation d'une candidature. C'est-à-dire qu'avant une campagne, il est bon que celui qui veut se présenter soit désigné très largement et aille donc faire une pré-campagne auprès de ceux qu'il a vocation à représenter. Donc François Hollande, s'il désirait se représenter, serait dans cette primaire, c'est tout à fait normal. Et qui, pour vous, est le mieux placé à gauche actuellement ? À 2 ans et demi de 2017...
Il faut que le quinquennat réussisse, et donc François Hollande est ce personnage. De toute façon, j'ai une conviction très profonde, c'est que si on ne réussit pas le quinquennat, quel que soit le candidat, il aura de graves difficultés. À gauche, bien sûr. Vous imaginez un deuxième tour avec automatiquement Marine Le Pen ? Je ne veux pas y croire. Je mesure les risques, je lis comme vous les mêmes sondages, je ne veux pas y croire. Et si je me bats, moi, chaque jour pour montrer que l'État peut être protecteur et moderne à la fois, c'est justement parce que je pense que c'est sur ce terrain-là, notamment, que la réponse au Front National va se dessiner. Qu'est-ce qui manque à la gauche aujourd'hui ? Ce sont des résultats économiques avant tout, ou il y a autre chose ? Non, je pense qu'il lui manque ce que nous avons du mal à faire, c'est de montrer que les mesures que nous mettons en place ne sont pas seulement une réaction à la conjoncture économique, aux difficultés économiques, mais s'inscrivent dans un projet de long terme. Que nous ne donnons pas assez le cap, voire loin, et agir au quotidien. Et quelque part, nous donnons le sentiment de nous ajuster quand il faut à des injonctions venues de l'Europe, à des difficultés économiques, mais pas d'avoir un cap. Et puis il y a une deuxième chose, c'est que quelles que soient les difficultés économiques et sociales dans un pays, ça ne peut pas être seulement dirigé par un discours économique. Et notre discours à gauche, et là c'est beaucoup plus large que le gouvernement, tient beaucoup trop de l'économisme. C'est très important, l'économie, Dieu sait si c'est important, mais le vivre ensemble, les façons dans la société de se comporter, l'appel à la responsabilité de chacun. C'est un message à Manuel Valls et à François Hollande ? Non, pas du tout. C'est plutôt dans le cadre des réflexions que le Parti socialiste est en train de faire sur une doctrine modernisée, qu'à mon sens, il ne faut jamais oublier toutes ces dimensions au-delà de l'économie, il y a la vie des sociétés. Alors, on va parler de votre mission au sein du gouvernement. Vous êtes secrétaire d'État, Thierry Mandon, à la réforme de l'État et à la simplification. Il y a quelques jours, vous avez présenté 40 mesures pour simplifier les démarches des usagers. Et parmi ces mesures, il y a le fameux silence vaut accord. Ça, c'est une petite révolution. Oui, c'est un combat, enfin moi j'aime pas me glorifier, mais enfin c'est un combat de titan qui a été mené par des hauts fonctionnaires qui m'ont beaucoup aidé, puisqu'il y a 3600 démarches aujourd'hui dans la vie administrative du pays pour lesquelles, quand vous demandez à telle ou telle administration un accord, si elle ne répond pas, c'est refusé. 3600. Là-dessus, il y en a 1800 qu'on enlève parce que secret défense, parce que plein de choses. Il en reste 1800 possibles. Sur ces 1800, nous avons plus des 2/3 qui, désormais, obligent l'administration, si elle ne répond pas, à considérer que l'accord a été donné à celui qui demande. Très concrètement, vous voulez faire une validation des acquis de l'expérience professionnelle, vous donnez un dossier à une commission pédagogique qui vérifie que votre demande est valable avant que de vous mettre dans ce parcours. Voilà, si vous n'aviez pas de réponse, c'était refusé. Désormais, 2 mois, boum, accord de principe pour rentrer dans un dispositif de validation des acquis. Vous avez parlé d'1 an de bataille, j'allais dire, avec les administrations. C'est compliqué à faire passer ce genre de simplification. C'est un vrai choc culturel. La première fois, on leur a demandé dites-nous ce qui pourrait, comme mesure, dans vos différentes autorisations, ce qui pourrait rentrer dans ce cadre. Silence vaut accord. On a eu 400 propositions. Et puis petit à petit, ministère par ministère, mesure par mesure, on a réussi à arriver à un chiffre de 1200, c'est-à-dire plus des 2/3 des démarches potentiellement concernées. Il faudra de la pédagogie aussi auprès des usagers, parce qu'on aime bien en France avoir une trace écrite. Oui, mais bien sûr, vous avez raison. Alors d'abord, il y a un site qui s'appelle legifrance.gouv.fr sur lequel chaque usager peut, dès aujourd'hui, puisque la mesure s'applique dès aujourd'hui, vérifier que la demande qu'il fait à l'administration rentre bien dans ce cadre. Mais surtout, il ne faut pas se tromper dans cette mesure. Silence vaut accord. Le problème, c'est pas le mot accord. Le problème, c'est le silence. C'est pas normal qu'une administration ne réponde pas à un usager et que sa non-réponse n'ait aucune conséquence. C'est ça que nous voulons changer. Nous voulons faire muter l'administration française, l'État français, pour que la prise en compte de l'usager, citoyen ou entreprise, soit telle que désormais il soit obligé de répondre à une demande dont il est saisi, qu'il s'organise pour répondre, et que s'il ne répond pas, ça a des conséquences, puisque ça crée un droit à l'usager. Et ce changement-là, l'entrée véritablement de l'usager dans les rapports que l'administration a avec ceux qu'elle sert, c'est un choc culturel qu'on va retrouver ensuite sur plein d'autres domaines, et c'est ça que nous essayons d'engager. 2,5 milliards d'économies avec ces simplifications par an, c'est ce que vous espérez? Alors, nous avons fait un premier bilan avec des modèles qui ont été utilisés en Allemagne, en Angleterre, validés par l'OCDE, 2,4 milliards de gains pour la première année, les 18 premiers mois du choc de simplification, et nous avons regardé avec l'ensemble des mesures
planifié d'ici fin 2016, c'est 11 milliards que l'économie, ou plus exactement la société française, va gagner. 2 tiers pour les entreprises et le reste, 1 tiers pour les associations, les collectivités et l'État. Thierry Mandon, un mot sur la surtaxe sur les résidences secondaires. Ça fait beaucoup parler, ça fait débat, y compris au sein du gouvernement. Quelle est votre position sur cette surtaxe sur les résidences secondaires ? Moi, je n'ai pas d'opposition de principe à ce dispositif qui doit être maîtrisé, encadré, qui finalement doit surtout, et c'est ça qu'il faut bien mesurer. C'est une taxe de plus pour les Français. Les Français qui utilisent des résidences secondaires dans les zones tendues. Plusieurs millions de Français qui ont des résidences secondaires. Dans les zones tendues. Attention, on ne parle pas des résidences secondaires. Vous avez votre petite maison dans le Cantal. On parle à Paris, dans certaines grandes voilà, villes. dans quelques zones grandes, c'est-à-dire qu'il y a des appartements qui sont vides toute l'année, qui servent 15 jours par an et qui sont vides toute l'année. Et quelque part, c'est vrai que dans des zones où il y a besoin de logement, tout ce qui peut inciter à ce que ces logements soient commercialisés est bon. Maintenant, il faut faire, pour cette mesure comme pour toutes les mesures, beaucoup plus d'études d'impact, bien mesurées, si le dispositif qu'on envisage permettra bien d'atteindre la cible obtenue, s'il n'y a pas des effets pervers. Et moi, pour toutes les mesures désormais, d'ailleurs, ce sera mis en place dès le 1er janvier 2015, je plaide pour des études d'impact très précises, évaluer de manière indépendante. Un peu moins d'amateurisme, en quelques mots ? Ou un peu plus de rigueur avant de prendre des décisions. En France, on prend des décisions trop vite, dont on se rend compte après qu'elles sont soit inapplicables, soit qu'elles ont des effets pervers ou induits. Moi, je souhaite qu'on fasse des études d'impact avant les mesures, que ces études d'impact, notamment quand c'est à charge économique, soient évaluées de manière indépendante par un groupement de 9 entreprises créé au 1er janvier prochain, et ensuite seulement que la décision soit prise. Là, on est sûr que les mesures peuvent atteindre le but qu'on poursuit. Thierry Mandon, secrétaire d'État à la réforme de l'État et à la simplification. Merci beaucoup d'avoir été l'invité d'LCI et de Radio Classique ce matin. Très bonne journée à vous.